Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur HLive TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. 18 mai 1803, 18 mai 2022, 219 ans de la création de ce drapeau, le drapeau haïtien, notre bicolore. Aujourd'hui, à l'émission Screenshot, notre 13e sortie, nous avons comme invité mademoiselle Huguette Masselin, juriste, économiste, a été couronnée femme active modèle de cette année, 2022, deuxième édition, Grâce Production, militante Pakapala. Voilà, c'est elle qui nous fait l'honneur aujourd'hui d'être avec nous pour parler un petit peu sur la création de drapeau, sur l'origine, sur beaucoup de choses. Et après 219 ans, où est-ce que nous sommes? Eh bien voilà, mais à qui je dis bonsoir, et puis on va rentrer dans le point de vue du sujet. Mademoiselle Huguette, bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir accepté d'être là. Bonsoir, professeur Chéri, et puis j'en profite pour saluer toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs donc, de la chaîne HLive. Hein, voilà, et j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble, hein, très intéressant, donc, sur l'histoire de notre drapeau. D'où. Voilà, et mademoiselle Huguette, encore une fois, merci. Vous êtes sur la télévision HLive de l'émission Screenshot, 13e sortie. Donc, mademoiselle Huguette, c'est une figure connue sur la télévision, parce que le plus souvent, elle est toujours là, parce que c'est pas Kapala, c'est comme ça, à chaque fois qu'il y a un souci, elle est toujours prête à donner son avis, donc toujours prête à répondre présent et participer à tous les points de vue, à tous les sujets. Donc aujourd'hui, je dis bientôt 18 mai, mais avant de parler de toutes choses, mademoiselle Huguette, 18 mai, pour vous, ça veut dire quoi? Ben, 18 mai, ça veut dire quoi? Comme pour tous les Haïtiens, c'est un jour qui est symbolique, un jour qui est important, parce que c'est le jour où on a adopté dans un premier temps, après la création donc, de notre drapeau, surtout après une convention qui a eu lieu donc, à La Cayenne, la ville de La Cayenne, tout le monde doit connaître cette ville, en allant vers le nord, qui est la ville symbolique pour la création donc, de notre drapeau, le 18 mai donc, 1804. 1803 oui, 18 mai 1803. 1803, oui, oui, c'est là le drapeau a été créé, 18 mai 1803, à La Cayenne. Mais en janvier 1804, c'était l'indépendance de la République d'Haïti. Donc, j'ai aucun souci avec ça. Mais que l'on veuille ou non, mademoiselle Huguette, bon, on rappelle, c'est ça, 18 mai, le drapeau a été créé. Mais aujourd'hui, on est en train de célébrer 219 ans. Quelle fierté! Bon, oui, il y a de quoi être fier. Donc de notre drapeau, parce que au fur et à mesure dans cette émission, donc je vais pouvoir développer l'histoire de ce drapeau, donc qui est aussi belle que l'histoire même de notre pays, pour qu'on comprenne ensemble pourquoi on est arrivé donc à ce drapeau-là. Pourquoi on a un drapeau bicolore, bleu et rouge? On va parler de tout ça, bien sûr, parce qu'un drapeau, c'est quoi? C'est notre emblème, qui symbolise notre fierté. Et encore plus que nous, les Haïtiens. Nous, je vais employer le conditionnel. Je vais dire aujourd'hui, nous devrions être fiers, même si nous sommes déjà fiers de notre histoire, mais quand on voit l'état dans lequel on a plongé notre pays
avec une si belle histoire, il y a de quoi être fier de cette histoire. C'est ce que je prends l'habitude à dire maintenant. Est-ce qu'il y a de quoi encore aujourd'hui être fier de ce que nous en avons fait? Voilà. D'accord, mademoiselle, mais pour entrer d'entrée de jeu dans cette émission, quand on parle de l'historicité du drapeau, l'origine du drapeau, est-ce que vous avez quelque chose à dire de ça? Bon, enfin, oui, c'est ce que j'avais dit, qu'on allait développer l'histoire de ce drapeau. Mais on va parce le faire que, tout de suite là. comme tous les pays du monde, dans leur histoire, ils ont un drapeau pour symboliser donc quelque chose de très fort de leur pays. Et tout comme nous sommes fiers, comme on l'a dit, de notre drapeau, qui est notre emblème. Et donc, l'histoire de ce drapeau, malgré l'histoire malheureuse de l'origine de notre République, puisque nous savons très bien que nous avons été esclaves sous le régime esclavagiste des Français, et c'est après avoir vaincu donc l'armée napoléonienne que nous avons créé la République d'Haïti. Et donc, comme tout État qui est fier de son passé, même si ce passé est sombre à partir de l'esclavage, et encore nous, encore plus, d'avoir cette fierté d'être la première République au monde, donc d'avoir su vaincre l'armée napoléonienne pour créer la République d'Haïti, et créer notre drapeau qui va avec, comme notre symbole fort. Et comme Ashlaf a consacré donc toute cette semaine, le mois même, donc comme le mois du drapeau, voilà, je crois peut-être qu'il y a déjà eu ces explications donc de donner chaque symbole dans l'armoirie qui est apposé sur le drapeau a son sens. Ah ouais. Pour son symbole. Ok. Oui. Et donc, je disais que pour débuter l'histoire de ce drapeau, même en retraçant les phases malheureuses qui sont issues de l'esclavage, la lutte qu'on a dû mener donc, pour arriver à la création de la République d'Haïti, je ne sais pas pour quelle raison, je ne saurais pas l'expliquer, pourquoi l'histoire de notre drapeau est même liée à l'histoire de la France. C'est-à-dire, quand on regarde notre drapeau, si on fait un parallèle entre les deux drapeaux, on verra que les couleurs qui ont été choisies dès le départ ont un lien étroit avec le drapeau français, tandis que nous les avons combattus pour prendre notre liberté. Et on a repris les mêmes couleurs de leur drapeau, même si on les a disposées d'une autre façon. Tout comme notre drapeau, puisque notre drapeau est lié à l'histoire de la France, c'est-à-dire que dans l'histoire de la France, les trois couleurs, bleu, blanc et rouge, ont aussi leur signification. Ah ouais. Le bleu et le rouge, puisque la Révolution a lieu à Paris en 1789, puisque la création du drapeau français a pris naissance après la Révolution française de 1789. Donc ils vont choisir ce drapeau avec ces trois couleurs, et chaque couleur va avoir une signification. Donc le bleu et les rouges sont en lien avec la ville de Paris, et le blanc signifie par contre la monarchie. C'est-à-dire qu'ils ont combattu la monarchie pour rendre libre la France et créer la République française. Tandis que nous, tout en étant influencés donc par l'histoire de la France, nous avons repris les mêmes couleurs, mais en donnant un autre symbole à ces couleurs. Parce que quand Catherine Flon, Dessalines, ensemble avec ses lieutenants et tout, ils ont choisi donc de reprendre
les premières couleurs bleues et rouges de notre drapeau. Pour eux, le bleu symbolisait donc le peuple nègre, comme je viens de dire, et les mulâtres, et le rouge symbolisait les mulâtres. Et j'en profite aussi, entre parenthèses, pour le dire, parce que je ne peux pas dire que ça m'énerve, mais ça m'interpelle un peu quand j'entends de nos jours dans les discours de nos confrères, on mélange les Haïtiens d'origine arabe et les mulâtres. Donc je voulais faire cette petite parenthèse. Que les mulâtres descendent de l'histoire de l'esclavage. Les mulâtres ont du sang nègre dans leurs veines. Le mot mulâtre, contrairement à la fierté qu'ils ont les mulâtres, pour se sentir inférieurs aux noirs, jusqu'à nos jours, le mot mulâtre est très péjoratif. A été choisi donc par les colons blancs à cause de leur suprématie, ne comprenant pas le mélange d'un enfant issu d'une femme noire et d'un homme blanc et vice-versa. Le mot mulâtre vient du mot mule, qui est issu d'un mélange entre l'âne et le cheval. Ah ouais? Mulâtre, mule. C'est mulet et puis âne. Oui. Donc on a appris mulâtre. Mulâtre, oui. On a créé ce mot exprès pour désigner, comme on dirait même dans l'histoire de la France, des bâtards, qui sont des enfants qui sont issus de pères inconnus. De pères inconnus ou pas, ou des enfants qui sont illégitimes, qui ne sont pas nés dans le mariage. Eh bien, le mot mulâtre a été créé exprès sous une forme de discrimination aussi, pour distinguer ces enfants entre les noirs et les blancs. Donc eux, ils se sont retrouvés au milieu. Donc encore aujourd'hui en Haïti, ils ont constitué une classe à part, mais quand j'entends les Haïtiens qui mélangent les Arabes, les Haïtiens d'origine arabe, parce que très souvent on dit israélo-libanais, non, il y a des Palestiniens également en Haïti. C'est-à-dire que, pour en revenir à Dessalines, quand Dessalines nous a donné notre liberté, Haïti a un autre symbole. Même si on parle du drapeau, le symbole pour Dessalines, c'était la terre de la liberté. Et qu'on devait accueillir tous les gens qui étaient persécutés dans leur pays. La porte d'Haïti était ouverte pour eux. Et ces Arabes ont été persécutés parce que ce sont des chrétiens. Au milieu du 19e siècle, qui ont été persécutés au Moyen-Orient, et on les a accueillis. Et il y en a qui sont en Haïti depuis le milieu du 19e siècle. Est-ce que ces gens-là ne sont pas haïtiens comme nous? Ils sont haïtiens. C'était le vœu de Dessalines. Non seulement d'accueillir tous les peuples qui étaient persécutés chez eux, mais aussi les vœux de ces héros-là, c'était d'aller libérer tous les autres peuples qui étaient opprimés chez eux pour les aider à acquérir leur indépendance. Voilà l'histoire donc de notre drapeau qui est lié à notre belle histoire de la bataille qu'on a menée pour obtenir notre liberté, pour vaincre l'esclavage. Mais d'accord, mademoiselle Huguette, merci pour les informations que vous avez quand même apportées à nos téléspectatrices et nos téléspectateurs. Mais je retiens ce que vous venez de dire, à savoir que c'est le mot mulâtre, mais avant tout, pour arriver à tout ça, on se rappelle que c'est après l'embarquement de Toussaint Louverture, donc peut-être les héros, on peut parler de Jean-Jacques Dessalines, je ne sais pas, ont voulu réagir et déjà créer ce drapeau-là pour permettre que plus devant, on va avoir notre indépendance. Mais c'est-à-dire que, est-ce que, d'après ce qu'on dit, c'est après l'embarquement de Toussaint Louverture en 1802, maintenant, les autres, les compagnons de Toussaint, comme Jean-Jacques Dessalines, Christophe, et Pétion et autres, qu'après la mort, ont su faire
Comment ça? Pour continuer la lutte. Pour continuer la lutte, ils sont réunis, ils se sont réunis à la Caille, au congrès de la Caille, maintenant pour créer ce drapeau. C'est à partir de ce drapeau qu'on dit que maintenant on va avoir la République. Vous êtes d'accord? Vous êtes de cet avis? Ben oui, bien sûr, parce qu'il ne peut pas y avoir un drapeau sans un pays. Il faut un État. On peut avoir un drapeau sans un État. Parce que, comment dire, pour avoir la République et le drapeau, donc il a fallu donc mener la bataille jusqu'au bout. Et le côté ingénieux de ces héros, c'est qu'ils ont appris la bonne leçon par la traîtrise donc, de Napoléon, qui a pris Toussaint Louverture par fougue. Voilà, c'était un complot qui a été mené bien à l'avance. Il est tombé donc voilà là-dedans et il s'y attendait pas. Parce que lui, c'était un pacifiste. Il voulait, il a créé, c'était, en fin de compte, c'est pour ça qu'on dit qu'il est il voulait l'autonomie. Lui, c'est pas de l'indépendance. Ouais. Non, c'est pas qu'il voulait. Il a décrété l'autonomie, puisque la première constitution est de 1801. C'est la constitution de Toussaint Louverture. La première constitution d'Haïti, c'est la constitution de 1801 qui décrète l'autonomie de Haïti. Mais voulant rester quand même sous la domination quand même française. Tout à fait. Voilà. Et c'est pour ça encore maintenant, on a des pièces d'archives qu'on voit que même Henri Christophe, à l'époque, qui est un lieutenant, je crois, de Toussaint Louverture, ou je ne me rappelle plus son grade, quand il écrivait à son général, il disait bien le général de l'armée française. Parce que Haïti était autonome, mais parce qu'il y a une différence entre une autonomie et une indépendance. Donc, quand ces messieurs-là, ils ont bien compris la leçon. Quand Napoléon maintenant a cherché à rétablir l'esclavage, puisque, autre lien encore avec notre histoire, excusez-moi de faire du coq à l'âne, c'est que la révolution française est liée aussi à notre révolution. Comment vous expliquez ça? Parce qu'en 1789, quand les Français font leur révolution, ça ne va pas tarder. Parce que, comment dire, ces gens-là, c'était des génies même. Quand ils ont compris que si les Français peuvent faire une révolution pour réclamer leur propre liberté, égalité et fraternité, pourquoi pas eux qui sont esclaves. Le 23 août 1791, c'est la première révolte en Haïti qui va aboutir pour Toussaint Louverture, pour déclarer l'autonomie de l'île après. Là, vous faites allusion à la cérémonie du bois caïman. Même si moi-même je suis chrétienne. On dit que c'est ça n'a pas de religion là-dedans. C'est l'histoire. Les dieux du pays, c'est l'histoire. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas négationniste. Je ne vais pas nier ces fêtes. Parce que je suis chrétienne et que je ne suis pas vaudouisante. L'histoire dit que c'était une cérémonie donc de vaudou, c'est le vaudou. Mais je ne suis pas là pour le nier. Oui, mais dans cette tranche-là, il y a beaucoup de gens qui disent pas mal de choses, mais je me rappelle que j'avais sur ce plateau-là et le docteur Eslet, je vais parler de Jean Decona de Bordeaux qui nous suivent là actuellement, mais qui nous disait dans le temps, est-ce que vraiment il y avait une cérémonie Bois-Caïman? Il ne croyait pas, lui. Mais encore maintenant, moi je rencontre des Français qui me demandent est-ce que l'histoire d'Haïti n'est pas un mythe? On n'arrive pas à croire. Que les Haïtiens, comme on dit, ça aussi c'est péjoratif, l'armée indigène a pu vaincre l'armée la plus puissante du monde d'alors, qui était l'armée napoléonienne. Mais donc, ça c'est pas une farce. Non, c'est pas un mythe. Mais je leur dis non, c'est réel. Nous avons vaincu l'armée napoléonienne. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais oui, il y a un côté, comme le thème de l'émission tu l'as intitulé quelle fierté? Oui. Il y a de quoi être fier, mais de notre histoire, de cette histoire-là. C'est incroyable. Encore maintenant aujourd'hui, il y a des gens qui mettent un point d'interrogation. Est-ce un mythe ou la réalité? Et non, les faits sont là. C'est pas un mythe.
Et que, voilà. Donc, c'était tout à fait normal que des esclaves qui viennent de se libérer soient influencés, donc, par l'histoire du pays qui les a colonisés 2 siècles auparavant, pendant 2 siècles. Le système esclavagiste français a commencé sur l'île au XVIIe siècle par les Français, mais ça a commencé bien avant, avec les Espagnols. Voilà, ça aussi, beaucoup d'Haïtiens ne connaissent pas cette histoire. Les Français vont arriver dans l'arène pour partager ce gâteau 1625, par là, au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle. Voilà. Donc, nous allons obtenir notre indépendance début du XIXe siècle. Donc, ça fait 2 siècles. 2 siècles. Donc, c'est beaucoup, hein. 2 siècles, c'est 200 ans d'esclavage déjà avec le pays. 200 ans. 200 ans. Avec la France, oui. Et donc, ces esclaves-là, tout en ayant vaincu les Français, vont quand même, on le voit dans l'histoire que je raconte là, des influences donc de l'histoire propre à la France. Notamment, on revient donc sur les symboles des couleurs, voilà, et que on a été influencé par cela, par la Révolution. D'accord. On va y venir dans toutes les controverses des couleurs, etc. Mais normalement, ce qui m'intéresse, une partie d'histoire qui m'intéresse, que vous avez évoqué tout à l'heure, quand vous parlez que de Toussaint Louverture, après l'embarquement, voilà, tout le monde se met ensemble pour arriver vraiment à dégager les Blancs ou bien les colons. Oui, parce que là, ils se sont dit, puisque Toussaint Louverture, il est tombé dans une embuscade, ce qui a été organisé à l'avance. Pour l'arrêter. C'est par traîtrise. Donc eux, ils sont pas bêtes. C'est pour ça que je ne me rappelle pas le nom de ce professeur d'histoire à Harvard, je crois, qui, dans un documentaire que j'ai lu ou un article, qui eux-mêmes, même les Français ne l'avaient pas fait auparavant, expliquaient pour eux Toussaint Louverture, puis Dessalines, ce sont des génies qu'on rencontre dans ce monde une fois tous les siècles. Et moi, je vais plus loin, peut-être une fois tous les 5 siècles. Il dit tous les siècles, mais peut-être c'est chaque 5 siècles on va trouver Toussaint ou bien Dessalines, ou bien pourquoi pas. Bon. Enfin, eux, ils ont dit, d'après leur recherche, c'était des génies qu'on rencontrait vraiment tous les siècles. C'était des génies. Ils avaient donc les stratégies dans le sang et plus particulièrement, n'oublions pas l'origine de ces messieurs. Ils viennent d'un pays qui avait l'expérience des combats. Dessalines, tout comme Toussaint Louverture, sont d'origine béninoise, l'ex-Dahomey. Même les femmes dahoméennes, à l'époque, quand la France a voulu coloniser donc le Dahomey, il y a eu l'armée des femmes qu'on appelait les Amazones, qui ne blaguaient pas. C'était une armée qui était composée uniquement de femmes. Et les Dahoméens ne blaguaient pas. Et Toussaint, tout comme Dessalines, sont d'origine béninoise. Par exemple, Toussaint, son père est né au Bénin, même si lui est né dans le nord d'Haïti, sur l'habitation Breda. Donc, il a de qui tenir. Il a hérité donc de ce tempérament combatif pour lutter jusqu'au bout. C'était dans leur ADN, ces messieurs-là. Ils venaient d'un pays qui avait une longue expérience dans les luttes, même entre les ethnies en Afrique, les Yoruba, tout ça entre eux. C'est des peuples, vraiment. C'était des guerriers. Ils savaient comment. Ouais. Ils avaient les stratégies. Par exemple, Dessalines, c'est pas pour rien. Quand il a compris que Toussaint
puisque tu insistes Oui. sur ce côté d'histoire. Oui, c'est très important. Comme Toussaint s'est fait avoir. Et lui, lui avec ses autres lieutenants des Salines, quand il a pris la relève, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Donc c'est là il va avoir, cette histoire c'est vivre libre ou mourir. Il va avoir ensuite l'opération qui est, comment dire, fondamentale. Il y a eu, c'est vrai, cette bataille de Vertières qui est importante dans notre histoire. Mais sans l'opération, en fin de compte, pour moi, il va y avoir des gens qui vont pas être d'accord avec ce que je dis là, certainement. Mais pour moi, avoir vaincu l'armée napoléonienne, d'accord, en 1803, d'accord, c'est important, c'est capital. Mais sans cette opération, Boulécaille, couper-tête, Boulécaille, les blancs colons qui étaient encore sur l'île n'auraient pas fui. Pour moi. Parce que quand les esclaves se sont... C'est important ce que vous dites. Ben oui. Parce que le plus souvent, on critique Dessalines parce qu'il a... En disant qu'il était sanguinaire. Il était sanguinaire. Mais sans ce bain de sang des blancs, mais non seulement que les colons ne seraient pas enfuis vers d'autres pays, Cuba, la Louisiane et tout, mais Napoléon ne comptait pas en rester là. C'est comme on voit Poutine. Ce sont des dictateurs qui sont obstinés jusqu'au bout. Napoléon aurait pris toutes ces dispositions pour revenir reconquérir ce qui et considérait qui appartenait à la France. Haïti, il sera revenu. Mais quand cette opération où on a incendié toutes les plantations et en créole, tout blanc qu'il a, sous Pachapéco, c'est à tête coupée, là, ils ont compris, ces esclaves-là, maintenant, ne blaguent pas. Pour moi, je crois que ça nous a permis de pouvoir conserver notre indépendance, parce que là, Dessalines et ses lieutenants ont montré que Toussaint Louverture était trop gentil avec vous, mais nous, maintenant, on ne blague pas quand on dit c'est vivre libre ou mourir. Eh bien, vous aussi, vous allez mourir, mais nous allons rester indépendants. Moi, je crois que pour moi, ça, c'est encore beaucoup plus important même. C'est important aussi la bataille. Mais c'est ce qui nous a permis de... Et puis, il faut le dire aussi dans notre histoire, même des années après, ces messieurs n'étaient pas tranquilles. Parce que Henri Christophe et même Pétion, c'était des lieutenants de Toussaint. Malgré tout ça, il n'était pas tranquille. Henri Christophe, quand il a construit la citadelle, c'est pour quelle raison? D'ailleurs, d'après l'histoire, les canons, encore maintenant, je ne sais pas si tu as déjà visité. Oui, c'est comme un fort. Oui. Jusqu'à présent, les canons sont dirigés sur la mer. C'est pour ça qu'il est parti construire la citadelle sur le flanc d'une montagne la plus haute dans le nord, parce que quand on est là-haut, on domine la mer. Donc si jamais la flotte française napoléonienne avait voulu prendre le risque de revenir, eux, ils avaient le temps de tirer sur eux. Parce qu'ils dominaient là où est le fort, les militaires dominaient la mer. Et puis en plus, d'après l'histoire, bon, enfin, moi j'étais pas née à l'époque, je raconte l'histoire, et c'est pour ça qu'il a appelé son palais le palais sans souci. Parce que pour lui, il y avait le fort qui était en haut avec les militaires pour dominer la mer au cas où les Français voulaient revenir. Et quand il était un peu plus bas, il a construit le palais qui était magnifique avant sa destruction par un incendie. Il l'appelait sans souci, le palais sans souci. Parce que pour lui, il disait, quand je suis là, j'ai plus aucun souci à craindre. Parce que le temps que les Français reviennent jusqu'à lui, il a déjà l'armée qui est placée qui est bien placée pour le protéger. Donc pour lui, il n'avait plus aucun souci. Donc on voit très bien qu'il y avait encore une crainte et un doute. Est-ce que Napoléon avait accepté cette défaite qui devait être
une humiliation pour l'armée la plus puissante du monde. C'est comme maintenant, on voit très bien qu'on parle d'une humiliation peut-être que doit ressentir Poutine face à l'Ukraine qui croyait anéantir en une semaine et cela va faire 3 mois. Donc il est en train de s'enliser en Ukraine. C'est jamais évident. Donc c'est Haïti, la France. Peut-être c'est ça qui rejoue là. Voilà. Et... Voilà, mesdames, messieurs, mademoiselle Huguette, dans ses œuvres, qu'elle a tout raconté, d'après l'histoire, ce qu'elle a pu, ce qu'elle sait. Donc, qu'elle veut ou non, on va revenir, on va prendre la première pause dans l'émission. Donc, on va revenir pour la suite. Ne bougez pas. Restez là, 13e sortie de l'émission Screenshot. À tout de suite. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur HLive TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes de retour pour la suite de la 13e sortie de l'émission Screenshot. Avec nous, nous avons mademoiselle Huguette Masselin, économiste, juriste, et puis elle a été couronnée cette année femme active modèle, 2e édition de l'association Grâce Production, mais n'oubliez pas, militante Pakapala. Donc, tout côté noué, tout côté bagalaye, quelles sont funérailles, quelles sont fêtes, quelles sont bagailles politiques, il est toujours là. Et ça que le Pakapala, dans la communauté, il est bon pour toute pièce. Donc, voilà, deuxième partie émission. Maintenant, vous savez, dans l'histoire de notre pays, de temps à autre, vous avez entendu parler de drapeau bleu et rouge, drapeau noir et rouge, drapeau vertical, drapeau horizontal. Donc, cela dit qu'il y avait des controverses, des versions, disputes et discussions. Maintenant, je vais m'adresser à mademoiselle Huguette pour nous dire qu'est-ce qu'elle peut nous dire, en quelque sorte, sur question de controverse ou le changement de drapeau dans notre histoire. Oui, alors, comme j'aime bien à le dire et à le redire, donc l'histoire de notre drapeau a été l'objet donc de différentes controverses, pas tellement au niveau de la signification donc de notre emblème, mais surtout au niveau des couleurs. Oui, donc à peu près aussi comme les couleurs donc qui symbolisent, comme je le disais tout à l'heure au début, le bleu et rouge, donc pour Dessalines au départ en 1803 à la Cayenne, donc ça devait symboliser le bleu, l'union des Noirs et des mulâtres. Les deux. Mais il ne faut pas dire ça parce que normalement, et je crois que le docteur Éric Soré était avec nous la semaine dernière, qui ne voyait pas ça comme ça. Hein, qui ne voyait pas ça comme ça, mais vous pouvez continuer. Ça, c'est l'histoire. C'est l'histoire, d'accord. Oui, chaque personne a une façon de comprendre l'histoire. On ne peut pas revenir là-dessus, ça c'est connu. Tout comme, je l'ai dit tout à l'heure aussi, que comme notre drapeau a été influencé donc, par le drapeau français, et même le drapeau français, les couleurs ont une signification. Les couleurs, même dans le drapeau français, ont un symbole. Ça symbolise quelque chose. Et nous, ce que Dessalines a voulu faire, contrairement à l'influence du drapeau français, donc on a vu que le blanc représentait la monarchie, qui écrasait le peuple. Nous, on a fait l'inverse. Dessalines a dit, on enlève la bande blanche pour eux qui symbolisaient les colons blancs, et ils vont garder le bleu et rouge comme l'unité des noirs et des mulâtres. Je l'ai bien dit que les mulâtres ont hérité de cette terre et de cette histoire comme nous. Ils ont du sang africain aussi dans leurs veines. Voilà. Contrairement aux Haïtiens qui sont d'origine arabe, qui sont arrivés bien longtemps après notre indépendance, mais toujours au 19e siècle quand même. C'est la deuxième moitié du
Là, du 19e siècle que les Arabes sont arrivés. Et nous, c'est le début du 19e siècle et les mulâtres descendent des esclaves et des maîtres français blancs à la fois. Donc, ils ont du sang blanc et du sang nègre, les deux. Donc, Dessalines a voulu choisir ces deux couleurs tout en étant influencé par le drapeau français, le bleu qui symbolise, j'aime bien le dire, nous, les nègres, et le rouge qui symbolise les mulâtres. Voilà. Okay. Donc, ensuite, bien sûr, on va entrer dans d'autres controverses sur les armoiries. Mais maintenant, on parle du symbole des couleurs, comme tous les drapeaux. C'est pour que ça représente donc la fierté d'un pays, il y a une histoire qui est liée avec l'emblème d'un pays, tout comme nous. C'est lié à notre histoire. Et c'est pour ça également qu'on l'a expliqué qu'il y a des corrélations donc, entre l'histoire française, malgré tout, et notre histoire. C'est obligé. C'est obligé. C'est obligé. Et donc, dans ces controverses, même pour les historiens, il y a des controverses. Certains historiens vont démentir les versions de notre drapeau, puisque pour certains historiens, la première version était bien bleue et rouge, et c'est ensuite, quand on dit qu'on a conseillé ou on a poussé Dessalines à devenir empereur, à prendre la place, l'importance d'un empereur. Et c'est là qu'ils ont changé la couleur. Un bleu par le noir. Et que, donc, voilà, Haïti n'est plus une république. Là, Haïti devient un empire. Un empire, tout à fait. Voilà, Jacques Ier. Donc, il va maintenant changer le bleu et bien mettre le noir, noir et rouge. Mais pas horizontal, vertical. Vertical. C'est ça. Voilà. C'est un autre sens encore. Voilà. Oui, c'est un autre sens parce que l'horizontal et le vertical, l'horizontalité et la verticalité ont deux sens différents. Voilà. Et donc, comme on le sait, on dit que l'horizontalité, c'est tout le monde est sur le même piédestal. C'est l'horizontalité, c'est à pas d'égal, mais aussitôt que c'est vertical, donc c'est la première devant qui est supérieure. Donc ça veut dire encore une autre version, mais toujours avec les mêmes symboles. Le noir. Donc, sincèrement, je pense que là, comment dire, c'est plus cohérent. C'est-à-dire que là, on voit la bande noire, que ce soit verticale ou horizontale, qui symbolise nous, les noirs. Toujours c'est toujours la même signification, que ce soit bleu ou rouge, ou noir et rouge. Donc, cette couleur-là, la première couleur, puisque les noirs étaient en majorité, donc, par rapport aux mulâtres. Et ensuite, le rouge, qui symbolise les mulâtres. Donc, moi, si je vous pose la question là, à savoir, entre bleu, rouge et noir et rouge, paraît-il que vous avez une préférence? Oui. Ah oui? Ah oui, c'est ça. Non, une préférence, pourquoi je ne veux pas revenir sur l'histoire pour dire nos drapeaux est... Oui, entre bleu, rouge et noir et rouge. Bleu, rouge, non, c'est bleu, rouge, maintenant c'est bleu, rouge. Je ne vais pas entrer dans cette polémique-là, mais simplement, historiquement parlant, je trouve que le drapeau noir et rouge est un tout petit peu plus cohérent par rapport au bleu-rouge. Bon, enfin, peu importe, c'est la signification de ce que ça symbolise. D'après Eric Soré, la semaine dernière, qui était là, en disant que noir et rouge, certes, mais c'est vertical, donc c'est la monarchie qui a pris le devant, mais Pétion après Dessalines. Pétion, oui, parce que je vais arriver. Donc, après Dessalines, nous savons très bien qu'il y a eu un complot, donc on a assassiné Dessalines 2 ans après. Est-ce que c'est pour le noir et le rouge? Non. Bon, je pose la question, moi. Mais c'est comme maintenant. C'est pour le pouvoir. C'est pour le pouvoir. C'est pour le pouvoir. Ok. Ils ont assassiné Dessalines et la preuve en est, c'est que les deux chefs de bande derrière ce complot ont partagé l'île en deux. Vous faites allusion à Christophe et Pétion? Oui, on va avoir, après l'assassinat de Dessalines, donc Christophe Colomb qui prend le pouvoir. En
Henri Christophe, pardon, qui prend le pouvoir dans le Nord. Donc c'est vrai que notre histoire est liée aussi à Christophe Colomb. Tout à fait, c'est pour ça que j'ai fait ce pléonasme. Mais Henri Christophe, donc, ils vont partager l'île en deux. Henri Christophe qui prend le Nord. Et la Tibonite en partie? Oui, tout le Nord. Tout le Nord, oui, le Grand Nord. Ok. Mais sauf là d'où je viens, à cette époque-là, n'appartenait pas encore à Haïti, le plateau central. D'accord. Et donc, ça, c'est une autre histoire. Une autre histoire que j'aurai l'occasion de raconter. Très bientôt. Bon. Oui. Et parce que dans cette bataille-là, les Français, Toussaint Louverture, et les Français se sont arrêtés contre les Espagnols jusqu'à Mirebalais. Sinon, tout le reste du plateau central était bien espagnol. Encore maintenant aujourd'hui, entre parenthèses, hein, tous les noms des localités historiques qui datent d'avant l'occupation Boyer sont en espagnol dans ma région. Même les rivières de ma ville, El Guayamuco. Et Belader, c'était pas Belader? Non, Belader, ça a été créé en 1946 par... 46, donc ça c'est... C'est 46 après, c'est-à-dire que le conflit, ce conflit qui a été, comment dire, institué entre Haïti et la République dominicaine pour définir définitivement les limites de la frontière, ce conflit a été résolu définitivement avec le département d'où je suis né en 1946. Ça c'est estimé. Estimé, c'est ce que j'allais dire, c'est Estimé qui a construit la ville de Belader. Très belle ville. Très belle ville. Très belle ville. Ouais, très ça ne date pas du temps des Français, la ville de Belader. Oui, les Français ont fondé la ville de Mirebalais. Ils se sont arrêtés à Mirebalais. Toujours qui fait partie du plateau central, bien entendu. D'accord. Mais vous disiez que, et vous parlez de drapeau, à savoir que, et entre oui, voilà, la ville a été, ou bien, le département a été scindé en deux après la mort de Dussane. Oui, de temps en temps, tu me fais dévier. Obligé, voilà, vous avez assez de quoi, donc il faut que les spectateurs participent avec votre connaissance en principe. Et donc, oui, parce que là, quand ils vont, et Henri Christophe et Pétion vont diviser l'île en deux, eh bien, Pétion va reprendre les premières couleurs du drapeau bleu et rouge, et lui, puisque c'était l'Empire, Henri Christophe va garder le drapeau noir et rouge dans le nord. Donc on va avoir deux États, si on veut, un dans le sud, un dans le nord, et avec deux drapeaux différents. Et c'est en 1820, à l'arrivée de Boyer, qui va unifier le pays. Donc le pays va redevenir comme c'était avant, en un seul État, et Boyer va reprendre les couleurs de la Première République. Et c'est pour ça que je crois plus, moi, en cette version. Parce que Dessalines a voulu marquer la différence entre quand il a créé donc l'État ici en République, et au moment, très peu de temps après, on dit toujours la première impression. Qui s'est nommé empereur. On ne peut pas dire qu'il a été élu empereur. Oui, tout donc à il fait. s'est auto-proclamé empereur. Donc il a voulu faire. Parce qu'à cette époque-là, maintenant, il commence pas à avoir, comment dire, comme on dit chez nous, pouvoir commencer à monter dans la tête. Autoproclamé, donc il était le général. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'histoire est souvent controversée. Certains disent que ce sont les autres lieutenants qui l'ont poussé ouais, c'est ça. À s'autoproclamer empereur. C'est ça. Et c'est s'autoproclamer empereur, c'est à partir de ce moment-là, maintenant, je dois dire que le complot commence à avoir lieu. Mais de toute façon, on voit très bien qu'ils avaient tous la folie de grandeur. Ouais. Que ce soit... tous les hommes qui sont passés au pouvoir. Au-delà, que ce soit Toussaint Louverture, que ce soit Dessalines, que ce soit Henri Christophe, Pétion, Boyer, Soulouque, tout ça. Jusqu'à Jovenel, même Ariel Henry, jusqu'à aujourd'hui.
Non, je ne dirais pas ça pour Ariel Henry. Est-ce qu'Ariel Henry n'est pas vraiment un pantin entre les mains des PHTKistes? Jovenel Moïse, oui, a commencé à se prendre au sérieux, oui. Mais Ariel Henry, je ne crois pas, moi. Je ne pense pas. Voilà. On va y revenir. Bon, oui. On va y revenir. On n'est pas là. Et donc, pour continuer, donc, les controverses. On va continuer donc sur les controverses. D'accord. Donc, on disait donc après Boyer, donc le drapeau est redevenu bleu et rouge, les mêmes symboles que dès la création, le drapeau qui a été cousu donc par Catherine Flon, tout le monde le sait. Et ensuite, il y a une phase de 1843 et 1844, paraît-il que le drapeau, ils ont repris encore le noir et rouge. Et puis, contrairement aux autres empereurs, en 1849 et 1849, quand Soulouk, un autre encore qui s'est pris au sérieux, s'est autoproclamé empereur, eh bien, au lieu de reprendre les couleurs de l'Empire des Salines, eh bien lui, ou les couleurs du roi Henri-Christophe, tout en s'autoproclamant empereur, eh bien, il a repris le bleu et le rouge. Le drapeau de la République. Oui, le drapeau peut dire ça comme ça. Sauf qu'il a mis l'armoirie donc de son empire, qui a changé, qui n'est pas le même qu'aujourd'hui. Donc on va arriver tout à l'heure sur les controverses de nos armoiries. D'accord. Voilà. Et donc, pour continuer donc sur les controverses des couleurs de notre drapeau, donc après la chute de Soulouk, ça va continuer jusqu'en 1957 avec l'arrivée du règne dictatorial des deux Duvalier. Duvalier va reprendre le drapeau noir et rouge jusqu'en 1986 à la chute de Baby Doc. Et puis en 1987, tout naturellement, voulant se débarrasser de toutes les traces, des mauvais souvenirs de ce règne dictatorial, là encore, c'était tout à fait prévisible, normal, tout ce qu'on veut dire, de changer de couleur, pour oublier quand même les traces des deux Duvalier. Donc on a repris le bleu et le rouge. Mais j'ai remarqué, et à chaque fois, on dit qu'on a changé de drapeau, mais à chaque fois qu'on va revenir, on revient toujours sur les deux c'est la couleur bleu-rouge. Oui. Donc on n'a jamais oublié le bicolore, le bleu-rouge en premier là en 1803. Oui, le drapeau bicolore. Comme, même s'il y a noir et rouge, il y a bleu-rouge. Mais à chaque fois, je dois dire que bleu-rouge a passé plus de temps à flotter. Il y a eu plus de périodes bleu-rouge que noir et rouge. Oui. Donc, même si le plus souvent, aujourd'hui, on voit Petite Dessalines qui se réclame de ce côté noir et rouge, etc., qui a voulu hisser notre drapeau sur Jovenel Moïse dans le nord, etc. Mais bleu-rouge triomphe toujours. Triomphe toujours. Et puis, ce que j'ai oublié... Est-ce que la population haïtienne est républicaine? Si je me permets. Bleu-rouge, c'est le drapeau républicain. On peut dire avec Pétion... qui a rétabli le drapeau bleu-rouge. Bleu et rouge. Et puis, avec... bon, on n'a pas parlé de ça. Liberté ou la mort, c'est lui qui a institué l'union fait la force. C'est Alexandre Pétion qui a mis l'union fait la force. Jusqu'à présent, il y a toujours l'union fait la force en ça. Oui, donc là, on va en parler. Donc ça concerne la controverse des armoiries. Puisque la devise est écrite donc sur les armoiries de notre drapeau. Voilà. Donc, ce que je voulais dire avant qu'on passe aux controverses des armoiries, puisque c'est le prochain point que nous voulions aborder, il y a un point important que je voulais souligner, mais on peut le faire à la fin, je crois. C'est le dernier point, oui. C'est le dernier point. L'influence? L'influence. On va faire de notre drapeau, c'est un dernier point, parce que c'est intéressant. Ok. D'accord. On laisse ça pour le dernier point. Pas de problème. Et donc, on passe, donc tu as bien fait, on passe donc sur les controverses des armoiries. La première chose qu'il faut relater, on commence par ce bonnet rouge. Le bonnet phrygien. Le bonnet phrygien,
donc qui est donc apposé donc au sommet sur la flèche du drapeau, et que déjà là aussi dans les armoiries tout a un sens, à commencer par ce bonnet. C'est pas nous les Haïtiens qui l'avons inventé, c'est-à-dire que ce bonnet rouge est une tradition de liberté qui remonte donc à ce pays qui s'appelle la Phrygie, donc un pays de l'Asie mineure, je crois. Oui, un pays de l'Asie mineure, et qui représentait déjà la liberté pour des peuples qui souffraient. Ensuite, cette tradition avec ce bonnet rouge est passée donc aux ères romaines, puisqu'il y a eu plusieurs royaumes romains dans l'histoire des Romains, donc qui représentaient également la liberté pour les esclaves romains, parce que nous savions très bien que les Romains avaient des esclaves. Tout à fait. Voilà. Et donc, plus près de nous, donc, ce qu'on a subi comme esclavage, donc le système esclavagiste existait déjà bien avant, si on remonte dans la Bible, où on voit que le peuple d'Israël a été esclave en Égypte, tout ça, ça remonte bien loin, l'histoire de l'esclavage, même si ça porte un autre nom, puisque le mot esclave même vient de l'époque romaine, parce que les Romains avaient beaucoup de Slaves. Le peuple slave, comme les Russes, les peuples de l'Europe de l'Est, que c'est une population, plus qu'une ethnie quand même, parce que c'est assez immense, les Slaves, parce que tous les Russes, les Ukrainiens, les Yougoslaves, les Tchèques, tout ça, c'est des peuples slaves. Et beaucoup d'entre eux étaient des esclaves des Romains, s'étaient fait capturer par les Romains, étaient devenus des esclaves des Romains. Et c'est d'où vient, à partir de l'ère romaine, le mot esclave, traduit du slave, et même les Anglais n'ont pas traduit, ont gardé slave en anglais. Ça vient de ce peuple. Dans l'histoire de l'Occident, les Romains qui ont induit les peuples slaves en esclavage. Et donc, déjà, donc, au temps des Romains, ce bonnet rouge était un symbole de liberté pour l'affranchissement de ces esclaves sous le temps des Romains. Et puis, des Romains, puisque pareil, c'est là qu'on va comprendre pourquoi nos héros ont lié aussi la signification de notre emblème, de nos armoiries aussi, à une histoire qui les avait dominés. Tout comme nous, les Français, à la Révolution de 1789, les révolutionnaires ont adopté ce même bonnet qu'on voit là sur notre drapeau, mais toujours en rouge. Eux, ils ont gardé. Est-ce que le rouge, parce que c'est la couleur du sang, on ne sait pas trop, qui devient la couleur de la victoire, puisqu'on sait dans une guerre, il y a du sang qui est versé, donc le rouge reste la couleur de la victoire. Même avec les révolutionnaires français, ils ont adopté également cette tradition de ce bonnet rouge qu'ils avaient adopté pour clamer leur liberté après la Révolution française en 1789. Et ça va, comme j'ai dit tout à l'heure, arriver jusqu'à nous, nos héros. On va adopter ce bonnet avec nos armoiries, mais sauf que là, ils étaient tellement fiers, là, ils ont eu raison, ils n'ont pas gardé une seule couleur pour le bonnet, mais ils vont adopter le côté bicolore du drapeau à ce bonnet qui est apposé à nos armoiries. Et comme, bon, c'est pas la peine d'entrer là-dedans puisque tu dis que Maître Soré l'a expliqué, parce que tout ce qu'on voit dans les armoiries ont aussi il y a un l'encre, sens, le panier, la chaîne, tout. Voilà, tout a une signification. Mais là, j'ai voulu expliquer plus le bonnet phrygien. Détail, le bonnet phrygien. Voilà les controverses, même jusqu'à nos armoiries. Ok. Donc, c'est tout ça. Mais en parlant de ça, mais il y a aussi des controverses dans la devise.
Voilà. Parce que on dit que... J'attendais que tu me poses la question. Oui, parce que normalement, on parlait dans le temps, c'est liberté ou la mort sur le drapeau. Mais paraît-il que vous dites que c'est liberté, égalité, fraternité. Oui, oui. D'après l'histoire, ce que j'ai appris, quand ils ont créé le drapeau en 1803, la première devise était la même devise, encore je reviens, dans les corrélations avec nos esclavagistes français, après la Révolution française, qui a déclenché même notre première révolte, le 23 août 1791. Oui, 1791. Les esclaves, donc, enfin, les vainqueurs, ils vont reprendre la même devise: liberté, égalité et fraternité. Oui, mais est-ce que dans l'histoire, vous n'avez pas quand même... Vous n'avez pas l'idée ou bien vous ne vous rendez pas compte qu'il y avait liberté ou la mort, quand même? Vivre libre ou mourir, moi j'ai appris. Mais ce n'était pas notre devise. Ce n'est pas inscrit sur le drapeau? Non. Vivre libre ou mourir, c'était le mot qui était donné pour motiver les esclaves à se battre. C'était ça le mot qui était passé. Bon, on va vivre libre ou mourir. Vous qui nous suivez, donc... peut-être que vous apportez une fine lumière pour nous dans la prochaine émission. Est-ce que liberté ou la mort n'était pas inscrit sur le drapeau avant l'union de faire la force? Mademoiselle Huguette a eu la connaissance de dire que c'était liberté, égalité, fraternité. Quand est-ce que liberté, égalité, fraternité a été inscrit sur le drapeau? Donc c'est tout, je ne sais pas, c'est toute une histoire. Il y a liberté ou la mort, il y a l'union fait la force, il y a liberté, égalité, fraternité. À quelle période? Vous qui nous suivez, donc la régie elle est là, vous nous appelez à cette occasion pour nous dire que réellement qu'est-ce que vous savez, parce que ça reste un débat dans la communauté. Moi je veux bien qu'on fasse. Bien donc sûr, les historiens, mettez historien, vous êtes là, docteur et docteur, ainsi que Nézi, Jacques Nézi. Donc et j'interpelle aussi Monsieur Jacques de Conard, du Bordeaux étant. Est-ce que normalement vous avez quand même la connaissance, ou bien vous pouvez nous rappeler quand est-ce que dans l'histoire de la République d'Haïti a été inscrit sur le drapeau liberté ou la mort, ou bien liberté, égalité, fraternité, ou l'union fait la force? Donc voilà une question pour vous qui êtes fan de l'émission Screenshot. Donc voilà, on ne va pas tarder, on va pas... Et c'est ensuite donc, après qu'on est passé donc à la devise qu'on connaît toujours actuellement, qui est beaucoup plus connue, donc l'union fait la force. Aujourd'hui, officiellement, même par la Constitution de 1987, notre devise est l'union fait la force. Autre preuve qu'on peut avoir... Mais à part de l'union fait la force, il y a liberté, égalité, fraternité aussi, non? Toujours. Pas maintenant. Pas sur le drapeau. Ok. Sur l'armoire. Ou même dans la Constitution. Dans la Constitution, c'est l'union fait la force. L'union fait la force. Oui. Ok. Bon. Sur le drapeau, il y a quoi? L'union fait la force. L'union fait la force. Oui. Liberté, égalité, fraternité n'est plus. On peut choisir là le drapeau actuel. C'est l'union fait la force. D'accord. Et par contre, là, on a la preuve que la devise de la République au moment de sa fondation était la même que celle de la France. C'est que les premières pièces de monnaie qu'on a frappées au moment où la devise d'Haïti, c'est vrai, bon, je ne veux pas dire de bêtises, je ne me rappelle plus à quel moment, mais c'est tard, hein, dans la deuxième moitié donc, du 19e siècle, qu'on a pu fonder des banques, qu'on a commencé par frapper de la monnaie. Et bien, la devise est libre. Encore maintenant, moi je crois que j'ai ces pièces-là de 50 centimes. Oui. C'est écrit dessus, hein, la même devise que la France. Ouais. C'est liberté, égalité et fraternité. Oui, sur les pièces, c'est surtout de Jean-Claude Duvalier, mais parce que c'était la devise officielle, la première devise officielle de la République. Okay. Peut-être qu'ils ont, sincèrement, je préfère celle de maintenant, l'union fait la force. Pourquoi on devrait avoir la même devise que la France? Chaque pays doit choisir sa devise, sa propre devise. Ça a plus de sens. Donc tout ça, c'est le controverse. Mais même pour les historiens,
L'histoire est toujours controversée. Tout à fait. C'est pas l'histoire d'Haïti simplement. Hein. Oui, c'est toute l'histoire. Voilà. Toute l'histoire. Chaque personne comprend l'histoire d'une façon, interprète l'histoire d'une façon et écrit l'histoire d'une façon. D'une façon, et on aura du mal des fois à trouver que tous les historiens s'unissent autour d'une même version. Voilà, mesdames, messieurs, nous allons prendre la deuxième pause de l'émission. On revient. Ne bougez pas, restez dans votre canapé et poursuivre l'émission Screenshot, 13e sortie. À tout de suite. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur HLive TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes de retour pour la dernière partie de l'émission Screenshot, à 13e sortie, donc à l'occasion du 18 mai, 219e. Donc le thème que nous traitons aujourd'hui, c'est le bicolore haïtien, 219 ans, quelle fierté. Mademoiselle Higuette qui répond à notre invitation aujourd'hui sur le plateau, donc jusqu'à présent, l'a bien passé, c'est ça nous dit, parce que c'est Madame Bakapala. Donc, pas oublier, c'est lui-même tout qui était fait partie de l'honorer Anessa dans la question et que femme active modèle dans la question grâce production. Donc, trophée là même déjà pour pour monde qui est actif dans la communauté et nous dit que le pas capable là, il est vraiment actif. Bref, donc ça n'oubliez pas son militante tout, hein, militante impénitente. Donc, nous sommes à la troisième et dernière partie de l'émission Screenshot. Donc, 219e et bicolore haïtien, quelle fierté. Mademoiselle, est-ce que le drapeau haïtien a une influence ou bien a influencé d'autres pays? Parce que quand on voit que notre drapeau est bleu-rouge depuis 1803, mais il y a d'autres pays qui ont presque de la même couleur du drapeau haïtien. Est-ce que c'est par rapport à la France, par rapport aux États-Unis ou je ne sais pas, qu'est-ce que cela vous inspire? Enfin, je dirais même pas que je suis inspiré par ça. Donc, ce sont des faits réels qui sont là. Entre parenthèses, je dis, quand tout à l'heure j'ai bien dit que il y a de quoi être fier, je le répète, je crois que je ne cesserai jamais de le répéter, que nous avons une histoire qui est l'une des plus belles histoires du monde. Notre histoire est magnifique. Est-ce parce que les Haïtiens ne sont pas conscients de l'importance et de la valeur de notre histoire, de ce que nous avons apporté à ce monde? D'ailleurs, Haïti est surnommée la mère de la liberté, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand on a conquis notre liberté, Dessalines, comme l'a dit donc le fameux historien américain de Harvard, que c'est un génie. Ces messieurs ont prouvé qu'ils étaient des génies. Au point, pour ceux qui viennent peut-être de brancher donc sur HLife, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a même des Français, encore aujourd'hui, qui se posent la question pour demander l'histoire d'Haïti, est-ce un mythe ou réalité? Pourtant, c'est la réalité. Parce que je ne veux pas croire que nous avons été, Napoléon a été défié par un petit pays comme ça. Que des esclaves ont pu mener une bataille et que ces esclaves ont pu vaincre l'armée la plus puissante du monde de l'époque. C'est important de le dire. Même si les Haïtiens de nos jours, nous sommes en train de piétiner ce pays. Nous ne connaissons pas réellement notre valeur. Ou alors nous sommes de mauvaise foi. Parce que je sais très bien que des Haïtiens qui font partie des autorités haïtiennes, qui ont mené le pays dans le trou, je ne vais pas avoir peur des mots, dans lequel on a enfoncé ce pays, il y en a qui ont un minimum de culture et qui connaissent l'histoire de notre pays.
ce pays aujourd'hui, on est même en train de se demander, est-ce qu'on a encore un pays après une si belle histoire? Donc la question, je vais répondre. Tu m'as demandé tout à l'heure, est-ce qu'on a influencé d'autres pays par notre drapeau et comment qu'on a influencé d'autres pays par notre drapeau? Les faits sont là. C'est-à-dire que en 1820, Boyer, Haïti était encore puissant en Amérique, sur le nouveau continent. Donc, avant 1820, pardon, Pétion. Donc, je viens au pays d'Amérique latine, parce que 1820, c'est la République dominicaine. Je sautais une phase. Simon Bolivar a trouvé exil en Haïti, a été aidé, pas simplement au point de vue symbolique pour l'accueillir. Au moment où il veut se servir de notre exemple pour libérer les peuples de l'Amérique latine du joug du royaume d'Espagne, eh bien, les Haïtiens l'ont aidé avec des armes et de l'argent. Parce que Haïti, qu'on dit aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres du monde, ou le pays le plus pauvre de l'hémisphère, mais c'est l'hémisphère ouest. Haïti n'est pas le pays le plus pauvre du monde. Haïti est le plus pauvre de l'hémisphère ouest. Et donc, ça n'a pas toujours été le cas. Donc, nous avons aidé Simon Bolivar à libérer les peuples de l'Amérique latine, et c'est pour cela aujourd'hui que nous avons beaucoup de pays en Amérique latine qui ont choisi comme symbole les couleurs de leur drapeau, les mêmes que nous, le bleu et rouge, par notre influence, puisque beaucoup de ces pays-là se sont libérés par Simon Bolivar, et c'est grâce à notre aide. Les pays qui sont influencés comme ça. Bon, le drapeau, on peut donner quelques exemples. Le premier, bien sûr, que c'est le Venezuela. D'abord, Chavez. Le Venezuela n'est pas bleu-rouge seulement. Et ils ont dû ajouter autre chose. Ils ont été influencés. D'accord. Tous ces autres parce qu'il y a un petit jaune dans le... Comme nous-mêmes aussi, on a ajouté, de temps en temps, on a changé noir et rouge, on a changé les armoiries. Mais Chavez l'a prouvé, sa reconnaissance envers Haïti. Tout à fait. Parce que le premier pays que Simon Bolivar a libéré, a mené, c'est au Venezuela. D'accord. Chavez a été reconnaissant. Mais Jovenel n'avait pas compris ça. Il a renié ce truc-là. Ben, certainement. Bref, on va pas passer là-dessus. Donc, on continue donc sur l'influence de notre drapeau, donc en Amérique latine. Donc, on a dit, donc, il y a le Venezuela, la Colombie, le Chili, peut-être. Et l'Uruguay. Bon, l'Uruguay, c'est bleu-blanc, mais Paraguay, peut-être, ouais. Le Paraguay. Ouais, je confondais. Paraguay, Uruguay, excusez-moi. Donc, tant d'autres, on ne va pas citer, comme une liste, exhaustive, tous les pays qui ont été influencés par notre drapeau. Mais non seulement l'influence du drapeau, mais ce qui est plus important, c'est quand on pense que nous avons aidé ces pays-là. C'est ça. À se libérer, à acquérir leur liberté, à créer leur propre État, leur propre République. C'est nous qui avons servi d'exemple et nous avons payé le tribut le plus lourd. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, on nous le fait payer. Parce que on nous fait payer encore aujourd'hui? Oui, les puissances. Mais ça, c'est un autre débat. Je ne sais pas si on aura le temps de détailler tout ça. Pour moi, oui. Nous continuons de payer ce tribut lourd de liberté, et les puissances occidentales savaient très bien que ces nègres qui venaient d'être libérés, ça allait se répandre un peu partout sur le continent. Cet esprit de liberté. Mais quel est l'être humain au monde qui n'aspire pas à sa liberté? C'est tout le monde. Tout le monde. C'est tout le monde. Tout le monde aspire à être libre. Donc, les autres vont se servir de notre exemple en disant, si eux, ils étaient des esclaves, ils ont pu se libérer
de l'armée la plus puissante du pays le plus puissant, l'empire le plus puissant du monde de l'époque qui était la France, grâce justement à Saint-Domingue, qui était la colonie la plus riche. Nous avons travaillé pour enrichir la France. Très souvent, je le dis, nous avons travaillé 4 siècles. Pour les Occidentaux, 2 siècles pour la France et 2 siècles avec l'Espagne. Avant la France et l'Espagne, qui était le royaume le plus puissant ici en Europe. C'est après l'Angleterre va devenir aussi puissant après la défaite de Napoléon. Et donc... donc vous me dire là, donc c'est par rapport à la bataille menée à la victoire que... Bien sûr. Que la France a été reléguée, et puis c'est l'Angleterre a pris le devant. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y a l'histoire aussi, c'est par rapport à cette guerre-là que Napoléon a cédé même la Louisiane. La Louisiane. La Louisiane. Et la Louisiane qu'on entend parler aujourd'hui, c'est pas cette Louisiane-là, c'est une Louisiane dont les frontières commençaient, ça faisait presque, cette Louisiane qui a appartenu aux Français, faisait la moitié du territoire, était même beaucoup plus même que le territoire américain même. Donc la France, Napoléon va vendre pour 15 millions de dollars à Jefferson, la Louisiane. Donc encore maintenant, si les États-Unis sont le pays le plus puissant au monde, c'est encore grâce à notre révolution. Parce que c'est la défaite qu'on a infligée à Napoléon qui va forcer Napoléon à se débarrasser de la Louisiane pour renflouer les caisses de l'État français. Parce que Napoléon, qu'est-ce qu'il s'est amusé à faire? C'était faire des guerres partout, un peu partout. Il voulait être le dieu du monde. Et donc, quand il a même préféré, il avait le choix, dans l'accord qu'il voulait passer avec les Anglais, il avait même le choix. Il pouvait même vendre Haïti. Il pouvait même vendre la Martinique et la Guadeloupe, les colonies espagnoles plutôt que la Louisiane. Mais la Louisiane était quoi? Même si c'était un territoire immense qui va jusqu'aux frontières du Canada. Donc c'est grâce aussi aux Haïtiens que les Américains sont devenus les plus puissants. Mais bien sûr, après, il y a d'autres facteurs. Mais nous le savons très bien, pour être une puissance au monde, il faut avoir déjà un territoire. Beaucoup de territoires. C'est important. Beaucoup de citoyens. C'est pas avec ni 5 000, ni 10 000 citoyens dans une population qu'on peut passer à la première, deuxième puissance du monde. Il faut quand même un certain nombre de citoyens dans un État. Et donc, les États-Unis vont prendre une autre ampleur à partir de ce premier achat. Parce que c'est bien après que les Américains vont conquérir le sud et l'ouest des États-Unis qui appartenaient aux Espagnols. Les Espagnols. Par exemple, du côté de Mexique, etc. C'est bien après. Las Vegas, etc. Ouais. C'est bien après. Bien après la chute de Napoléon, bien après la chute de Napoléon. En fonction de tout ça, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, et quand vous regardez aujourd'hui, 219e de notre drapeau, est-ce que Haïti d'aujourd'hui, le gouvernement, je ne sais pas, les gouvernants, comprennent que le sens de ce bicolore, est-ce que nous sommes fiers aujourd'hui? Oui, je comprends, parce que la question c'est, le thème c'est bicolore haïtien de 7 ans après, quelle fierté? Vous estimez que vous êtes fiers, mais les gens qui gouvernent, est-ce qu'ils se sont fiers au pouvoir aujourd'hui par rapport à tout ce que vous venez de dire là, l'histoire de notre pays? Aujourd'hui, on est en arrière-plan. Difficile de répondre là-dessus, parce que nos chefs d'État ont mis le pays dans un état où on se demande qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête. Comme on dit en créole, est-ce que c'est ma calebasse qui est en tête ou bien son vrai cerveau? Est-ce que fait l'histoire?
Même jamais. Pour rien, à quoi ça sert de détourner toutes les richesses d'un pays pour se les accaparer si vous rendez ce pays invivable, un enfer? À quoi ça sert? Vous avez des millions que vous avez laissés dans des paradis fiscaux. Et puis, de plus en plus, je crois que tous ces gens-là qui sont en train de sévir la terreur au sein de la population la plus pauvre, mais difficile à expliquer qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Et que, par exemple, on voit très bien, j'ai tendance à dire que l'histoire se répète souvent et les hommes font les mêmes bêtises parce qu'ils suivent des exemples des autres qui ont commis les mêmes atrocités pour forcer les gens à accepter ce qu'ils veulent leur imposer. Par exemple, quand on prend maintenant ce qui se passe, on voit très bien les gangs contrôlent Haïti. Qui font partie de ces gangs? Ils font partie de la population la plus démunie. Qui font partie de ces gangs? Ils font partie non seulement démunis au niveau économique, mais ils font partie aussi de la population la moins cultivée, la moins éduquée, et c'est pour ça qu'ils peuvent se servir d'eux, parce que ces gens-là, ils n'ont aucun autre espoir, sinon cette opportunité de vendre leur âme au diable. Ils sèment la terreur, puisque nous savons très bien que ces gangs-là n'appartiennent pas aux gangsters qui les dirigent, et que les gangs appartiennent à toute la clique qui fait partie des autorités haïtiennes. On dit des oligarques, mais on ne comprend même plus rien. Moi, ça fait 3 ans que je ne suis pas allé en Haïti. On dit que chaque personnalité puissante, riche, qui a le pouvoir en politique, possède un gang. Mais où est-ce qu'on va aller comme ça? Mais est-ce qu'eux-mêmes, ils veulent juste asseoir leur pouvoir, mais dans un enfer? À quoi ça sert? Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Screenshot, à la 13e sortie. Je prends plaisir toujours à poser cette dernière question. Mademoiselle Higuette, si, pour conclure, si vous avez voulu dire quelque chose, vous attendiez à une question de ma part, alors que ça n'a pas été fait, qu'est-ce que vous voulez vous-même évoquer en dernier lieu dans cette émission? Moi, ce que je voulais évoquer dans cette émission, en disant que pour aller toujours dans la même direction de ta dernière question, est-ce que les dirigeants sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire? Donc cette question, c'est vrai, je ne suis pas devin, je ne peux pas vraiment répondre, mais on a une idée là-dessus. Pour revenir aussi à la fierté de notre drapeau qui est lié à l'histoire de notre pays, et que tout à l'heure, j'ai fait un rappel comme ça en survolant l'histoire pour démontrer ce qu'a été vraiment Haïti, ce que nous avions représenté dans le monde. Et je voulais juste ajouter, même si tout ce que j'ai relaté jusqu'à présent remonte au 19e siècle, et que plus près de nous au 20e siècle, jusque dans les années 45, après la Deuxième Guerre mondiale, Haïti est le premier État nègre faisant partie des membres fondateurs des Nations Unies. Haïti a ratifié la Convention
qui a fondé les Nations Unies, c'était le seul pays nègre. Et notre influence, encore, tout à l'heure j'ai parlé de l'influence de notre pays par rapport à l'aide que nous avons apportée aux pays de l'Amérique latine. Donc je voulais rajouter que jusqu'au XXe siècle, Haïti était encore un pays respecté dans le monde. Moi, on m'a appris quand j'étais petite que la pauvreté n'est pas un vice. On me le disait en créole. Ma grand-mère me le disait. Pauvreté pas vice, ma fille. Afin que quand je vois un pauvre, qu'il fallait que je le respecte. Même si je ne dis pas qu'on était riche, mais il y avait des pauvres qui quémandaient dans les rues. Et moi, mes parents me faisaient quoi? Même celui-là qui quémande dans la rue, il faut le respecter. Ok? C'est un être humain. C'est pas parce qu'il est pauvre qu'il n'a pas le droit d'avoir sa propre dignité. Aujourd'hui, on a l'impression que ces dirigeants-là font tout pour que les Haïtiens perdent leur dignité. Même si le pays est pauvre, mais c'est pas un vice. Ok? Maintenant, nous créons ces vices-là en corrompant tous les niveaux de la société haïtienne, du plus petit au plus grand. Et c'est là que les gens vont perdre leur dignité. Quand nous créons des voleurs, des criminels qui n'hésitent pas à assassiner des enfants, à violer des femmes, pour d'autres, parce qu'ils reçoivent de l'argent, et c'est là qu'ils n'ont plus de dignité. C'est là le vice. Mais ce n'était pas quand ils étaient pauvres, dans ces milieux-là. Moi, c'est le message que j'ai à donner, à laisser en dernier lieu, pour dire que jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, Haïti est un pays respecté parce que nous avons continué à influencer l'histoire du monde et dont j'ai même parlé en passant, et que grâce à Haïti, nous avons aussi aidé, ça c'était encore au 19e siècle, nous avons aidé la Grèce à se libérer du joug de l'Empire ottoman. Toujours nous-mêmes, chefs d'État à l'époque, qui étaient de vrais chefs d'État. Et donc pour arriver à notre histoire jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, dont il y a de quoi avoir fier, et de quoi être fier, pardon, en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, après la persécution des Juifs, qu'il fallait créer l'État d'Israël. Il fallait que ça soit voté à l'unanimité. C'est grâce à Haïti. Encore maintenant, je ne suis pas encore allée, mais mes soeurs sont allées en Israël. Quand vous débarquez en Israël, vous verrez une plaque de reconnaissance envers Haïti d'avoir permis à l'État d'Israël d'acquérir la terre d'Israël. Puisque nous sommes chrétiens, les Haïtiens y croyaient grâce à l'ambassadeur Saint-Lô. Et ça ne s'arrête pas à cette époque glorieuse de l'histoire de notre diplomatie. Dans les Nations Unies, comme membre fondateur, nous avons aidé, grâce à l'ambassadeur Saint-Lô, à la Libye d'obtenir son indépendance du joug de l'Italie. Donc, ce n'est pas notre histoire d'indépendance simplement qui ferait que les Haïtiens ont de quoi être fiers de ce que nous sommes. Merci, mademoiselle Huguette. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission, mesdames, messieurs. Nous allons prendre congé de vous. J'espère que vous avez été satisfaits par rapport à tout ce que venait de dire que madame et mademoiselle Huguette Masselin. Donc, le thème que nous avons traité aujourd'hui, c'est le bicolore haïtien, 219 ans. Quelle fierté. J'espère que vous aussi, vous êtes fiers, comme mademoiselle Huguette. Bonsoir, à la prochaine. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot,
tous les jeudis, 19h sur H-Live TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie.